Salut, aujourd'hui on parle des explosions d'étoiles. On appelle ça des supernovas et on va voir pourquoi ces astres se mettent à exploser si soudainement. Comprendre le mécanisme de l'explosion déjà c'est intéressant pour la science, mais on va le voir, ça va nous permettre aussi de comprendre d'où viennent les atomes qui constituent notre corps. Et cerise sur le gâteau, on va pouvoir admirer de belles images aussi. Le 20 septembre 2016, Victor Bousso, un astronome amateur, essaye son nouveau télescope. Il le pointe un peu au hasard dans le ciel nocturne et remarque qu'un point apparaît. Un peu troublé, il continue à observer l'objet céleste et il n'en croit pas ses yeux, mais au bout de quelques minutes il en est sûr, la luminosité de l'objet est en train d'augmenter. Un nouveau point dans le ciel, on pourrait se dire qu'on assiste à la naissance d'une étoile, et ben c'est tout l'inverse. Il s'agit de la mort d'une étoile, et une mort particulière sous la forme d'une gigantesque explosion qu'on appelle une supernova. Voilà à quoi ça ressemble si vous vous trouvez à proximité. L'étoile explose soudainement, a priori sans raison. Un phénomène similaire a été observé par les Chinois en 1054. Pendant 2 ans, une nouvelle étoile est apparue dans la constellation du Taureau. Les Chinois appelaient ça des étoiles invitées, et celle de 1054 brillait plus que tous les objets nocturnes, à l'exception de la Lune. Aujourd'hui, si vous pointez votre télescope dans la même direction, vous observez ceci. On appelle ça un rémanent de supernova. Il y a eu 4 supernovas observables à l'œil nu pendant le précédent millénaire. Une en 1054 donc, une quelques années avant en 1006, voici ce qu'il en reste aujourd'hui, une en 1572, observée dans la constellation de Cassiopée par Tycho Brahe, un des pères de l'astronomie moderne. Voici son rémanent. Souvent on dit que cet événement a permis de remettre en cause les anciens modèles qui disaient que les cieux étaient fixes et éternels. En fait on le savait déjà, est-ce que vous connaissez la tapisserie de Bayeux? C'est une tapisserie qui raconte les exploits de Guillaume le Conquérant, elle fait 50 cm de haut et 68 mètres de large. Et regardez ce qu'on trouve vers le milieu de la tapisserie. Ça, c'est la comète de Halley qui revient près du Soleil et de la Terre tous les 76 ans. Et la tapisserie date du XIe siècle, donc bien avant Tycho Brahe et sa supernova de 1572. On savait que de nouveaux objets pouvaient apparaître dans le ciel. Et enfin, la dernière supernova qu'on a pu observer à l'œil nu date de 1604, et a été étudié en détail par Kepler. Vous savez, celui qui a montré que les trajectoires des planètes n'étaient pas des cercles mais des ellipses. Vous voulez voir le rémanent? Allez, je vous le montre. C'est beau, hein? Il se trouve que vers 1670, une autre supernova aurait dû être observée sur Terre, mais on n'en trouve aucune mention dans les notes de l'époque. Et le nom de cette supernova, c'est Cassiopée A. Contrairement aux autres, on n'a pas vu de point blanc apparaître dans le ciel, mais alors comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu une supernova? Eh bien en 1947, en pointant les télescopes dans la constellation de Cassiopée, on a détecté une source d'ondes radio très intense. 3 ans plus tard, on a réussi à l'observer dans le domaine des visibles et des rayons X, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. On l'appelle Cassiopée A, Cass A pour les intimes. Et c'est le rémanent d'une étoile qui a explosé 350 ans plus tôt. Petite parenthèse, l'image qu'on voit, c'est bien celle d'un rémanent qui a 350 ans, mais l'étoile, elle a explosé il y a bien plus longtemps que ça. Cass A est situé à 11 000 années-lumière de la Terre, donc l'explosion a eu lieu il y a environ 11 000 ans. Il faut prendre en compte le temps de propagation de la lumière. Alors comment on a trouvé cette durée de 350 ans? On n'a pas vu le flash, on ne sait pas à quel moment ça a démarré. Et bien en prenant des images du rémanent année après année, on le voit encore s'étendre. Ici dans le visible, et là dans le domaine des rayons X. Donc on mesure la vitesse d'expansion, et grâce à ça, on sait combien de temps il faut pour revenir à un point, et on trouve 350 ans. Et cette méthode de mesure des vitesses, on sait que ça marche parce qu'on a pu la tester avec d'autres rémanents qui sont aussi en expansion. Par exemple celui de 1572, attention il n'y a que 5 images prises entre 2000 et 2015, donc ça va assez vite. On voit bien l'expansion. Au passage, vous l'avez peut-être remarqué, au centre du rémanent de Cass A, on observe un point blanc. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? On va voir ça. Alors il y a 2 phénomènes bien distincts qui peuvent entraîner l'explosion d'une étoile. Et pour comprendre ça, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces étoiles.
Les étoiles sont majoritairement constituées d'hydrogène. C'est la fusion de cet hydrogène en hélium qui les fait briller, humains. Alors oui, il faut que je vous explique. Depuis hier, j'ai une intelligence artificielle sur mon ordi, des fois elle complète mes phrases, je lui ai rien demandé. Alors je sais pas si c'est une mise à jour ou... Excusez-moi mon cher Grégoire, je pense savoir ce que c'est. J'ai déjà eu le même problème par le passé, donc... Ah, bonjour Walter. C'est quoi, c'est un virus? Alors non, pas du tout, justement. C'est bien pire que ça. Attendez, j'appelle Alex. Oui, Alex de la chaîne Superama, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, Walter Neugy à l'appareil. Manifestement, votre IA se balade encore dans la nature. Ah mais c'est pour ça que j'ai la pète depuis hier en fait. Non mais après, ça me dérange pas, il y a plein de trucs techniques à expliquer dans la vidéo, c'est juste si tu peux la récupérer à la fin. D'ailleurs, si tu veux participer, toi aussi, tu es le bienvenu. Ah bah attends, je regarde dans mon agenda. Ah mince, il semblerait que j'ai quelque chose de super important de prévu, de type super important de prévu. C'est faux. Tu es libre précisément maintenant. Oh surprise, je viens de me libérer. Walter, vous vous joignez à nous? Eh bien, ma foi, allons-y, mais c'est moi qui ai choisi le titre alors. Hein. Pas de souci. Allez, revenons à nos étoiles. Effectivement, elles sont constituées d'hydrogène. Alors, quand on parle de l'hydrogène sur Terre, on pense souvent au dihydrogène, c'est-à-dire une molécule constituée de 2 atomes. Mais, dans les étoiles, il fait trop chaud pour que ces molécules survivent. Effectivement, quand vous amenez beaucoup de chaleur, vous pouvez casser les liaisons des molécules et récupérer les atomes isolés. Et là il fait tellement chaud que ça va encore plus loin. Un atome d'hydrogène, c'est très simple. C'est un électron lié à un proton. Et bah dans les étoiles, la chaleur permet de séparer les électrons des protons. Donc c'est pas vraiment de l'hydrogène dans les étoiles. C'est plutôt une sorte de soupe de protons et d'électrons. On parle plutôt de plasma humain. Il s'agit d'un état de la matière au même titre que solide, liquide et gazeux. Ouais mais soupe ça parle mieux aux gens. Alors que plasma, tu mets pas de vermicelle dedans. Et au centre de cette boule de plasma, la température dépasse les 10 millions de degrés et la densité est aussi très élevée. Par exemple, au centre du Soleil, la densité est de 150. Ça veut dire que si 1 mètre cube d'eau pèse 1 tonne, 1 mètre cube de plasma au centre du Soleil, ça pèse 150 tonnes. Et grâce à ces conditions extrêmes, l'hydrogène peut fusionner en hélium. Si la fusion vous intéresse, j'ai parlé de tout ça dans la vidéo précédente. À force de fusionner, l'hydrogène disparaît du centre et un noyau d'hélium se forme alors. Ce processus dégage énormément d'énergie sous forme de lumière, et ce rayonnement va exercer une pression sur les couches externes de l'étoile. Ces couches externes sont alors poussées vers l'extérieur, mais il y a une autre force qui les pousse vers l'intérieur, c'est tout simplement la gravité. Donc on a un équilibre entre la pression due à la fusion et la gravité, ce qui fait que l'étoile va garder à peu près le même rayon quasiment toute sa vie. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène au centre de l'étoile. Et donc la fusion ralentit, ce qui fait qu'il y a moins de pression vers l'extérieur. Mais il y a toujours autant de gravité vers l'intérieur, ce qui fait que le cœur de l'étoile va se contracter. Et oui, le cœur devient encore plus dense et encore plus chaud, et à partir de 100 millions de degrés, c'est l'hélium lui-même qui va commencer à fusionner en carbone. Et pendant ce temps, autour du noyau, l'hydrogène continue à fusionner en hélium. Tout ça fait que l'étoile se dilate énormément, la température diminue, et quand une étoile devient froide, elle passe du jaune au rouge, un peu comme les métaux qui sortent de la forge. C'est le contraire de ce que vous, humains, appelez couleur chaude et froide. Dans la nature, un rayonnement rouge est le rayonnement d'un corps froid, et un rayonnement bleu est le rayonnement d'un corps chaud. Non mais attendez, elle revient chez moi maintenant ? J'ai pas signé pour ça moi. Ton avis m'importe peu, humain. Effectivement, pour les étoiles, la couleur rouge, ça signifie que l'étoile est froide. Et une étoile qui devient énorme et rouge, on appelle ça une géante rouge. Les nouvelles réactions de fusion poussent les couches externes toujours plus loin, jusqu'à ce qu'elles échappent au champ de gravité de l'étoile. Et toute cette matière éjectée va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc ça, attention, c'est pas une supernova, on n'y est pas encore. Au centre, le noyau épuise toutes ses réserves, donc la fusion s'arrête, et on appelle ce noyau résiduel une naine blanche. Cette naine blanche continue à rayonner de la lumière, non pas à cause de la fusion, mais à cause de sa température qui est restée très élevée. Et dans la naine blanche, la matière est très compactée. Vous vous souvenez, on avait dit que l'eau c'était 1 tonne par mètre cube, le plasma au centre du Soleil c'est 150 tonnes par mètre cube. Pour une naine blanche, on atteint 1 million de tonnes par mètre cube. En ce qui concerne la température, on a vu que le centre du Soleil était à 10 millions de degrés. Et bah pour une naine blanche, on est seulement à 10 000 ou 100 000 degrés. Ce qui est suffisant pour émettre beaucoup de radiation, notamment dans les rayons X. C'est suffisant pour beaucoup de trucs, même pour cuire des saucisses. Mais c'est pas assez chaud pour qu'il y ait de la fusion nucléaire. Donc, saucisse oui, fusion nucléaire non.
Comme ça, c'est plus simple à retenir. Et donc, une naine blanche, eh ben, c'est une étoile morte. Elle va lentement se refroidir et il va plus se passer grand-chose. Sauf si... On en reparle à la fin. Tu maîtrises l'art du suspense, humain. Ouais. Oui, on verra que le destin d'une naine blanche, c'est pas toujours aussi calme qu'on le croit. Mais bon, dans la plupart des cas, ça restera une petite étoile tranquille pendant des milliards d'années. Ah, mais du coup, le point blanc qu'on voyait au centre de casse A, eh ben, c'était une naine blanche alors. Raté, humain. Alors effectivement, c'est bien tenté, mais non. Il se trouve que c'est un objet encore plus dense qu'une naine blanche, on appelle ça une étoile à neutrons. Et ce qui donne naissance à une étoile à neutrons, c'est justement une supernova. Pour les étoiles très massives, au-delà de 8 fois la masse du Soleil, le scénario qu'on a donné avec la géante rouge et la naine blanche ne fonctionne plus. Comme l'étoile est très massive, la pression au centre est énorme. Et qui dit forte pression dit aussi forte température. La fusion des éléments va pouvoir aller beaucoup plus loin. À 100 millions de degrés, on l'a vu, l'hélium fusionne en carbone. À 1 milliard de degrés, le carbone entre lui-même en fusion pour former du néon, du sodium, du magnésium, etc. Et ça continue pour former des éléments du tableau périodique de plus en plus lourds. Ce qui fait que même les atomes dans le corps des humains sont issus des étoiles. Quel gâchis de ressources. Et oui, nous sommes faits de poussière d'étoiles. D'après les modèles, lors du Big Bang, il n'y a quasiment que les atomes d'hydrogène et d'hélium qui ont été formés. Tous les autres sont créés au sein des étoiles. Voilà comment ça se passe. Au début, l'hydrogène fusionne en hélium, donc un cœur d'hélium apparaît, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène à fusionner. Or, on l'a dit, la fusion libère de l'énergie qui s'échappe sous forme de rayonnement, et ça crée une pression vers l'extérieur. Donc quand il n'y a plus d'hydrogène à fusionner au centre, la pression vers l'extérieur diminue, et donc il n'y a plus rien pour arrêter la gravité qui vient comprimer le cœur de l'étoile. Ça fait augmenter la température, et donc on va pouvoir accéder à d'autres réactions de fusion. Par exemple, l'hélium va fusionner en carbone. À ce moment-là, on a un cœur de carbone. Autour du cœur, l'hydrogène continue à fusionner en hélium, donc on a une coquille d'hélium. Et encore plus loin, il ne fait pas assez chaud pour la fusion, donc on a une couche externe d'hydrogène. Et plus l'étoile chauffe, plus les couches se multiplient, un peu comme pour un oignon. Bon, je simplifie, mais en gros c'est ça, vous avez des noyaux de plus en plus lourds qui sont formés au centre. Sauf que cette belle histoire finit par s'arrêter au moment où le fer est créé. Le fer, c'est l'élément le plus stable. Donc on part de l'hydrogène, on fusionne des éléments de plus en plus lourds, et à chaque fois l'énergie diminue. Cette énergie perdue par les noyaux se retrouve sous forme de lumière, c'est ce qui fait que les étoiles brillent. Et la nature a tendance à aller vers les états de plus basse énergie, donc ici vers le fer qui est l'élément le plus stable. Donc une fois qu'on arrive au fer, il n'y a plus de diminution d'énergie, le processus s'arrête. À ce moment-là, il n'y a plus de fusion au niveau du cœur, il n'y a plus d'énergie lumineuse qui sort, et donc il y a beaucoup moins de pression vers l'extérieur. Mais la gravité, elle est toujours là, et donc le cœur va s'effondrer sur lui-même. Les protons et les électrons sont comprimés les uns sur les autres, et l'énergie va permettre aux protons de se transformer en neutrons. Le cœur devient alors une étoile à neutrons de quelques kilomètres de diamètre seulement. À ce moment-là, la densité, elle est extrême, elle devient égale à la densité des noyaux. C'est comme si on avait un énorme noyau atomique de 10 km de diamètre. Donc on rappelle, pour l'eau, c'est 1 tonne par mètre cube, pour le centre du Soleil, c'est 150 tonnes par mètre cube, pour une naine blanche, c'est 1 million de tonnes par mètre cube, et pour l'étoile à neutrons, c'est plus de 500 millions de tonnes par centimètre cube. Donc vous prenez un cube d'1 centimètre de côté, ça pèse 500 millions de tonnes. Presque aussi lourd que l'humour de mon humain. Presque. Donc vous avez toute la matière qui vient se comprimer d'un coup sur un objet extrêmement dense, ça crée une énorme onde de choc, et l'étoile explose en supernova. Et parfois, l'objet central est tellement dense, il y a tellement de gravité, que même la lumière ne peut plus s'échapper, on appelle ça un trou noir. Alors il y a juste un petit détail qu'on a oublié, au moment où le cœur s'effondre sur lui-même, les couches externes, elles reposent sur du vide, et donc elles vont tomber vers l'intérieur au moment où l'onde de choc va vers l'extérieur. Et du coup, vu qu'elles vont dans le sens inverse, elles vont freiner l'onde de choc. Et effectivement, quand les physiciens font tourner leur simulation de supernova, il y a compensation entre le mouvement de chute des couches externes et l'onde de choc,
ce qui fait que l'explosion n'est pas si forte que ça. Or, une supernova, c'est une des explosions les plus puissantes de l'univers. Donc il manque un ingrédient, il y a quelque chose qui est créé au centre de l'étoile et qui vient amplifier l'onde de choc. On a oublié une particule, à votre avis, laquelle? Si je vous dis une particule mystérieuse, quasiment indétectable? Je pense que ça peut pas être Batman, parce que je crois que c'est pas une particule. Arrête d'intervenir, humain. Non, c'est vrai que là... Enfin, cela dit, j'en ai aucune idée non plus, donc... Eh ben, c'est les neutrinos. D'ailleurs, les gars, c'est dans le script, hein. Vous l'avez lu ou... Il y avait un script? Ah oui, bien sûr, oui, dans le script. Vous vous souvenez, on a dit que tous les protons du cœur se transforment en neutrons. Ça, on en a déjà parlé, c'est de la désintégration bêta, et ça émet un neutrino à chaque fois. Sauf que j'ai bien dit que c'était tous les protons du cœur qui se transformaient. Et il n'y en a pas qu'un peu. En tout, c'est 10 puissance 58 neutrinos qui sont émis. Un 1 suivi de 58 zéros. Et donc même s'ils interagissent assez peu avec la matière, là il y en a une quantité tellement énorme que ça va complètement pulvériser l'étoile. Et au passage, l'énergie dégagée va permettre de synthétiser les éléments plus lourds que le fer. C'est à ce moment-là que sont créés le cuivre, le plomb, l'uranium, tous les éléments lourds qu'on retrouve dans l'univers et donc sur Terre. C'est ce mécanisme qui fait exploser l'étoile. Ce sont les neutrinos qui emportent quasiment toute l'énergie de l'explosion. C'est grâce aux neutrinos qu'on voit apparaître environ tous les 3 siècles une nouvelle étoile dans le ciel et qu'on peut admirer les rémanents de supernovas. Et c'est grâce aux neutrinos que la plupart des éléments lourds sont créés et disséminés à travers l'espace. Quelle belle conclusion. Tu oublies quelque chose, humain. Ah, mais c'est vrai ça! On n'avait pas dit qu'il y avait 2 types de supernovas? Effectivement, il y a un deuxième mécanisme qui peut engendrer une supernova. On avait parlé des naines blanches qui finissaient leur vie tranquillement, mais on va voir que c'est pas toujours le cas. Donc on rappelle, une naine blanche, c'est le cadavre d'une étoile de taille normale comme le Soleil. Il n'y a plus de fusion à l'intérieur et elle refroidit tranquillement pendant des milliards d'années. Mais parfois, la naine blanche fait partie d'un système binaire. Elle a une étoile jumelle juste à côté d'elle, par exemple une géante rouge, et les deux tournent l'une autour de l'autre. Avec le temps, il se peut que les deux étoiles se rapprochent, et comme la naine blanche est très compacte et que la géante rouge au contraire elle est très dilatée, la naine blanche elle peut se mettre à absorber les couches externes de la géante. À ce moment-là, la masse de la naine blanche augmente, son cœur va se comprimer, et la fusion va repartir. Alors on pourrait se dire, c'est génial, l'étoile revit, elle se retrouve dans la séquence habituelle, comme le Soleil, sauf qu'une naine blanche, c'est beaucoup plus dense que le Soleil. La pression est déjà au maximum, donc l'énergie de la fusion ne va pas pouvoir faire augmenter la pression. Toute l'énergie va aller dans l'augmentation de la température. Comme il fait plus chaud, la fusion accélère. Comme la fusion accélère, ça fait encore plus augmenter la température, et ainsi de suite. On a une réaction qui s'emballe complètement et toute l'étoile explose sans laisser de traces derrière elle. Cette explosion thermique, ça donne aussi naissance à une supernova. On appelle ça une supernova thermonucléaire. L'autre catégorie qu'on a vue juste avant avec les neutrinos, on appelle ça une supernova à effondrement de cœur. Voilà, c'était un plaisir de réaliser cette vidéo à plusieurs. Un grand merci à Alex et Chloé de la chaîne Superama, ça parle d'astro et en plus c'est rigolo, donc allez vous abonner. Et un grand merci à Yoran de la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Il fait plein de vidéos passionnantes pour répondre à toutes vos questions, donc allez vous abonner aussi. Quant à nous, cette série est terminée. Pour la suite, on refera des vidéos sur les inventions. La prochaine de prévue, c'est les 10 plus grandes inventions de la Renaissance. Je vais aussi continuer la série La vie d'un physicien. J'avais parlé de Tenet, j'ai d'autres films de prévus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.